Faut des gens bêtes pour payer plus cher juste la photo parce que ton appareil fait que du noir et blanc. En fait, il y a tu vois un ce que je veux dire. public. Il le ferait Ah pas oui, s'il n'y avait pas de public. Ça va loin. Mais Ouais. il y a des gens qui veulent ça. Mais une Leica une Leica qui fait. Là, il y a tous les haters, je te préviens, on va avoir des commentaires. Mais je sais, mais c'est pas grave. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler photo, les gars. Ça va Voilà. Voilà. La photo. Ouais, ça On va. revient à tes amours, Julien. Voilà, enfin, je vais pouvoir parler un peu. Parce que dernier épisode, j'ai rien dit, moi. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler d'une marque que je pense tu apprécies beaucoup. La Vas-y. marque. Alors, c'était dans le titre, donc les gens sont pas surpris. On va parler de Leica. Je Ah, savais pas du t'étais tout sûr. qu'on avait parlé. Leica. Le mec s'en Qu'est-ce que fait. tu joues bien à Mais la comédie. non. Truc de fou. La quoi Alors moi, je vais être honnête avec vous. Même si j'aime la photo et la vidéo, je n'y connais rien dans les appareils Leica et dans la marque Leica. Je la connais de nom. Je vois à quoi ressemblent les produits, mais je ne comprends pas la hype qu'il y a autour de cette marque, Ouais. le tarif proposé. Donc, expliquez-moi concrètement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'es hypé par une voiture de F1? Pas du tout. Est-ce que t'es hypé par une Ferrari? Pas du tout. Non, mais si je te mets une Twingo, une Ferrari. Change des voitures. Si je te mets une, Les voitures, Twingo. c'est le truc qui reste pas dans les m'intéresse. voitures, Pas man. du tout. Non, mais on va prendre l'exemple des voitures. Tu prends une Twingo, tu prends une Ouais. Ferrari. Ouais. La Ferrari, elle est sexy, elle est belle, Ouais. elle est construite. Ouais, mais à la une main. et Leica, tout, c'est pas sexy, quoi. Je suis désolé, c'est pas sexy. Ouais, c'est pas mal quand même. Mais ça reste un appareil Qu'est-ce qu'il photo. a dit. Mais ça reste. Je suis désolé. Oui, Alors, mais la voiture, attends. la Twingo Bon. reste un véhicule Non, qui non, t'emmène mais d'un point A à un point Il y a B. quand même une énorme différence de design entre une Twingo et une Ferrari. On Mais est d'accord. Leica aussi. Mais non. Mais arrête. Mais si, parce Mais que pas du tout. la lens. Attends, tu peux. C'est très Bon, mauvais il y exemple. a Tu trop de peux, trucs à tu dire. peux pas me vendre le côté design là, qui est fou. Non, Premièrement- non, non, c'est pas vrai. Premièrement, tu vas te calmer. Deuxièmement, tu manques de contexte. Exact. Voilà. Non, mais Voilà. j'attends le contexte justement. Bon, Expliquez-moi. Mais je suis content que Je tu suis là abordes le pour- Je suis sujet. là pour apprendre. Je suis content que tu abordes le sujet parce que trop souvent, Mhm. en fait, il y a des gens même qui sont assez connaissants en photo qui m'écrivent. Je donnerai pas de nom, mais il y a encore quelqu'un qui m'a écrit il n'y a pas si longtemps pour me dire, parce que dès que je fais une story de Leica, en fait, ça revient systématiquement, Ok. où les gens vont me dire, mais t'as une Leica et pourquoi t'as choisi ça au lieu d'une Sony qui a beaucoup plus de spécifications pour moins Mhm. cher? Et ça revient toujours. En fait, il y a toujours l'histoire du prix et il y a toujours l'histoire, j'ai moins de choses, pourquoi je paierais plus pour avoir moins? Ouais. C'est sûr que de base, dans notre société, la façon dont on conçoit la consommation, la technologie, ça fait pas de sens. Mais justement, c'est ça que les gens cherchent. Ok. Donc, on va revenir dans le contexte. Déjà, Leica, pour la petite histoire, c'est Leitz Camera. Donc, c'est les caméras de Leitz. Il faut savoir que le gars qui a inventé, donc c'est le docteur, c'est tous des docteurs là-bas Mhm. en Allemagne, Oscar Barnack, si je dis pas de bêtises, qui a inventé le 35 mm. Donc, avant ça, les caméras, c'était des grosses caméras. Donc, tu avais une façon de travailler qui était pas la même, tu vois. Tu étais ou en studio, ou alors t'imagines Ansel Adams avec son trépied, tu vois, dans la nature pour aller prendre ses paysages. Mais ce gars-là a inventé finalement la caméra portative. Et ça a ouvert carrément tout un nouveau genre photographique, la photographie humaniste notamment. On est tombé en plus en plein dans la période où il y avait la grosse crise économique 1929 aux États-Unis, derrière donc la Grande Dépression, les famines. Donc là, il y a les gouvernements américains qui avaient envoyé des photographes pour documenter ça. On avait commencé à documenter ça et l'humain était au cœur. C'était plus les paysages, c'était vraiment l'humain qui était au cœur de la photographie. Il y a eu donc les guerres mondiales, etc. Donc là, il y a eu des images historiques, tu vois, qui ont marqué l'humanité, qui ont été prises avec ces appareils-là. Et là, la légende, elle a commencé. Ça veut dire qu'on est parti, d'abord, c'est les seuls à avoir des petites caméras. Fait que si tu veux faire ce genre photographique, t'achètes ta Leica. Et elles étaient extrêmement bien construites. Parce À que la main. c'était déjà dans l'ADN. Ensuite, il y a eu ces photos historiques qui fait que toi, quand tu es petit, tu vois ces images, tu es inspiré, tu sais des gens qui... Tu vois, je sais pas, si quelqu'un qui est fan de voiture, j'imagine que si tu as un gars qui conduit telle voiture, tu veux la conduire aussi, tu vois, pour dire « j'ai conduit la même voiture que lui ». Ça a fait un peu ce côté-là. Donc les gens, ils ont dit « Ah ouais, ok, Leica, c'est tel photographe, il travaille avec Leica, tel photographe. » Et tous les cadors de la photographie, ils étaient en Leica. Et après, il y a eu un côté... Alors Leica, ça a pas toujours été évident, hein. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais même pas si on peut dire que ça va très bien économiquement. J'en suis pas certain, je n'ai pas les chiffres. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des fois où ça a été très, très compliqué. Donc, dans les Black Days de Leica, comme ils disaient, pour la petite histoire, nous qui sommes au Canada, c'est drôle, mais ils ont exporté leur chaîne de production au Canada.
Donc, Ok. c'est pour ça que tu as des lentilles qui sont made in Canada. Alors, les puristes, ils veulent toujours de made in Germany et les Canada, elles valent moins cher sur le marché. Mais les Canadiens, ils trouvent ça cool. Fait que des fois, tu peux quasiment faire des bons deals avec ça. Et donc, même quand ça a été finalement, on a exporté pour baisser les coûts de production, c'était pas fait en Chine, c'était pas fait à la main, tu vois, bah, à la main, oui, mais pas en Inde ou je sais pas trop où. C'était vraiment toujours, OK, Canada, quoi. Le Canada, c'est genre la petite maintenance, Ok. la C'est petite c'est main-d'œuvre, la c'est ça que je veux deuxième dire. maison pour Leica, en fait. Ouais, Ouais. c'est fou, hein. Ok. Donc aujourd'hui, là, tout est à nouveau, tout est voyons, en Allemagne. Il y a eu aussi des rapprochements entre Panasonic et Leica. Je pense que ça, c'était pour le côté modernité. Quand on est passé en numérique, là aussi, il faut savoir que Leica, ils ont été pionniers. C'est-à-dire que le premier full frame numérique, c'est Leica qui l'a fait. C'était pas Ok. Nikon, c'était pas Canon, c'était Leica, avec la Leica M9. Alors, il y a eu d'autres caméras numériques avant, hein, c'est pas la première caméra numérique, mais c'est la première caméra En numérique plein format. full frame, plein format. Ok. Exactement, c'était un 18 millions de pixels quand même. Donc, c'était assez Ça fou. remonte Quoi. à quelle année, tu sais à peu près situer Bah, ça ça a genre plus que 10 ans, un peu plus que 10 ans, si je dis pas de conneries. Bon, large, je pense. Faudrait non que je vérifie, mais facile. Ok. Bah avant ça, tu sais, tu as eu les APS-H aussi. Alors, j'espère que je dis pas trop de conneries aujourd'hui. Écrivez-nous des commentaires ouais, si je dis grosses conneries, parce que je répète les mêmes conneries depuis des années à tout le monde, alors peut-être. Mais je pense que c'est à peu près ça. Sinon, donc voilà. Alors après ça, ce qui fait vraiment, à mon avis, l'héritage, si tu veux, et tout l'engouement, c'est sur les optiques. C'est là que Leica, comme dans l'épisode précédent, Thomas parlait des optiques Zeiss, hein, quand on Mhm. parlait du casque d'Apple. Zeiss est un des plus grands constructeurs d'optiques, c'est indéniable. Leica, à mon avis, est peut-être le Au-dessus. plus grand. Ouais. Ils font, et voilà, ils font des verres qui sont dingues. C'est eux qui ont fait les premiers verres asphériques, genre avant 2000. Puis il y a Genre. les Apo. Et après, il y a les Apos. Apo, Alors, c'est ça veut quoi dire- Apo, ils ont une façon de traiter le verre, etc., qui fait qu'il n'y a aucun défaut. Quand je te dis aucun défaut, quand tu prends la courbe des tests qui sont faits dans les laboratoires, etc., il n'y a pas d'aberration chromatique dessus, il n'y a pas de noise, il n'y a pas de... C'est net du milieu de l'image à l'extrémité de l'image. Alors que toutes les lenses aujourd'hui que tu achètes qui font 5000 pièces en magasin, une Canon, une Sony, etc., T'arrives pas là. t'es à la moitié du capteur, t'es ultra propre, le reste est dégueulasse. En fait, pour te donner une petite idée, si tu prends des vieilles optiques Leica, je te parle vieilles, genre avant les années 80, et tu les mets sur un capteur moderne, genre le capteur d'une M11 à 60 millions de pixels, c'est pas déconnant. Alors que tu dis que cette optique avait été designée, on parlait même pas de numérique. Et elle était tellement over-designée finalement pour l'époque qu'aujourd'hui, même avec un capteur numérique ultra, avec beaucoup de résolution, parce que ça amplifie, il faut savoir que ça amplifie les défauts optiques. C'est pour Mhm. ça que quand on était sur des capteurs 12 millions de pixels, il y a beaucoup d'optiques, c'était correct. Et dès qu'on est passé à du 24, voire 36, et plus maintenant, il y a plein d'optiques, c'était nul à chier, il fallait les redesigner. Et Leica, tu dis, fuck, ils tiennent super bien. Genre, moi, j'ai eu la 35 semi-micron asphérique, donc la première version, une des premières asphériques en 1996. Ils l'ont réupdaté 20 ans plus tard, en 2016. Tu regardes Sony, les G-Master, c'est tous les 3 ans qu'ils les C'est mettent du à jour. plastique. Et tu la payes pas moins cher. Tu la payes quand même 3-4 000 balles. Alors, peut-être un peu moins cher, mais pas franchement moins cher. Si tu achètes en tout cas du Leica usagé. Mhm. Fait que finalement, tu vois, là, je pense que j'ai mis un peu de contexte, qu'on comprend maintenant où est-ce qu'on en est. Maintenant, si on retourne à l'expérience. En fait, si aujourd'hui je veux un rangefinder numérique. Alors, déjà. Alors, rangefinder, c'est quoi tout Voilà. ça? Ok. Rangefinder, c'est une visée par télémétrie. Donc, ça veut dire. Télémétrie. Je vais t'arrêter à chaque mot de vocabulaire que je comprends Eh ben, pas. Ou ça, que c'est les un gens mot du pourraient pas dictionnaire. Je connaître. suis désolé. Oui, mais explique-le. Alors, les gens en ne gros- connaissent pas tous les mots du Ok. dictionnaire, on est d'accord. Ça, c'est vrai. Bon, ben T'as voilà. un bon point. T'as un très bon point. Mais C'est maintenant, bon. je comprends mieux pourquoi les. Ok. Avant les caméras, je sais pas si je vais jusque-là. Les petits retours sur l'histoire. Voilà. On Allez, avait, professeur Julien, vas-y, explique-nous. Si tu vois, c'est quoi une Rolleiflex? Non. Les caméras, tu sais, qu'on regarde par au-dessus comme ça. Oui. Ouais, comme Et t'as Ok. le truc Oui. On a tous vu ça dans un Oui. film au moins. Ouais, Ok. ouais. Non, mais j'en ai vu en vrai aussi. Tu l'as vu en Je vrai? savais pas Bon, comment ça parfait. s'appelait. T'en as une, toi Oui, j'ai une. Oui, tu me l'avais fait Ok, tester. ouais, sinon on va te la montrer après. Donc, on disait que c'était des TLR, Twin Lens Reflex. Ça veut dire Ouais. que tu avais une optique, c'était pour cadrer, mais tu avais ta chambre juste en dessous où il y avait ton film. Ça, c'était une deuxième lens. Right? Donc, il y avait la première lens, elle n'avait pas besoin d'être si bonne que ça, c'était juste pour cadrer. La deuxième, elle était bonne parce que c'était la photo. Ensuite, on a eu des SLR, Single Lens Reflex. Donc là, avec le miroir, tu vois au travers de ton objectif. Et après, DSLR, c'est Digital Single Lens Reflex. Okay. Leica, en fait, ils ont fait des SLR. C'était les R
qui sont un peu moins populaires, mais quand même très très bien. Et les M, c'était vraiment le rangefinder. Donc le rangefinder, c'est que tu as un viseur optique sur le côté, donc en haut à gauche, Donc là où tu mets ton œil. Tu vois à là travers. où tu mets ton œil, exactement. Mhm. Mais ton optique, elle est Décalée. elle est décalée, elle est déportée. Donc J'ai la traduction en simultané avec Thomas. elle est décalée. C'est ça. Donc ce que tu vois, c'est pas ce que tu prends en photo. Ok. Il y a un décalage. Alors là, tu vas me C'est dire, un peu embêtant, non? tu vas me dire, c'est de la merde, exactement. Voilà, non mais. Mais en fait, il faut l'expérimenter. C'est quelque chose de particulier. Donc, en fait, pour éviter ça, ce qu'on appelle les problèmes de parallaxe, ça veut dire que si je suis très très proche de quelque chose que je photographie, effectivement, ce décalage-là, il est considérable. En fait, je me trompe complètement dans mon Ouais. cadrage. Donc, les lentilles, de façon générale, Leica, sont limitées en distance minimum de mise au point à 70 cm. Donc, de cette façon-là, à partir de 70 cm, le décalage, il est assez minime finalement. OK ? Et dans ton viseur, tu vas avoir aussi un petit rectangle. C'est ce qu'on appelle un frame line. Donc, un angle, ça te montre exactement ta photo. Voilà. Mais ce qui est cool, c'est que, en fait, pour l'expliquer, des fois, je prends cette analogie, c'est que quand tu es dans ton viseur optique, tu vois, sur un réflexe, tu vois vraiment juste ton image. Des fois, on appelle ça l'effet tunnel. Ça veut dire que tu es un peu Dans un les tunnel. yeux dans le guidon. Tu es dans un tunnel. Et tu es juste focus sur qu'est-ce que tu fais. Imagine maintenant que tu step back, tu recules. Pour ceux qui nous voient en vidéo, c'est peut-être plus simple avec ce que je suis en train de montrer. Tu sors du tunnel. C'est que tu recules d'un coup ton image, tu la vois toujours, mais tu vois aussi ce qui se passe autour de ton image. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, etc. Ok. Donc au niveau compo ou quand tu fais de la photo de rue, ça c'est assez cool parce que du coup tu vois quand tu as quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui sort, ça donne une perception qui est différente de ton environnement. Mais faut pas que tu penses que ce qui est en dehors de ton carré à l'intérieur. Il est pas de dans ton la photo. rectangle n'est pas, Voilà, enfin, c'est pas dans la photo, quoi. c'est une question d'habitude, mais Ouais. ça vient assez vite ce Ok. côté-là. Et aussi, le fait de voir au travers de ce viseur-là, qui est absolument magnifique en passant, c'est vraiment beau. Ouais, c'est cristal. On a regardé aujourd'hui dans des jumelles Zeiss à 2800 $. Et c'est pas comme regarder dans des Bushnell à 300. Et encore, ouais, je suis non, gentil à 300. C'est un truc de ouf. Et vraiment, ça, je peux te le dire. Tu vas me dire, mais là, des jumelles à 3000. Mets l'œil dedans, tu vas Ouais, comprendre. vraiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est Donc, impressionnant. c'est un peu pareil. Quand Je tu me mets prends l'œil un Vision dedans, Pro à ce prix-là. Ouais, c'est ça. il y a un côté vraiment super beau, super immersif. Et aussi, je vois avec une profondeur de champ comme avec mes yeux. Alors que dans un viseur optique, si je fais la mise au point sur toi, par exemple, et que tu es assez proche, bah, l'arrière-plan se floute. Donc, je perds déjà un peu mon attention sur mon arrière-plan. Tandis que dans une Leica, tout est aussi net, finalement, l'arrière-plan autant que le premier. Donc, ça fait que là encore, tu as une perception qui est différente de ton environnement. Tu vas mieux soigner généralement ton cadrage, ton arrière-plan, etc. Donc, donc voilà. Donc, l'expérience, pour quelqu'un, alors après, on aime ou on n'aime pas, hein, ça a ses avantages et ses inconvénients. Toutes les caméras Leica ont ce rangefinder. Les M, ouais, la série M. Alors, Après, je vais parler des plus gammes. modernes. Ouais. Ouais. Les produits actuels que tu peux acheter, Ouais. Leica, c'est quoi? Il y a une gamme M et une gamme Q. L. Il y a Ouais. une gamme Q Et une aussi, Q, hein. ouais. Alors, ouais, Et on va parler de la L, Q. M et Q. C'est ça, c'est les trois. LMBTQ. Non, c'est pas. Alors, non, il y a, oui, donc il y a la M, effectivement, ça c'est l'original. Donc on commence par elle. Donc c'est la plus haute gamme? La plus Oui, chère. c'est la plus haut de gamme, D'accord. absolument. C'est Ok. la plus haut de gamme, c'est la plus originale, la plus. Parce que tu n'as aucune autre expérience similaire. Même ceux qui vont dire, oh, c'est pas vrai, il y a la X Pro qui a un viseur optique. Oui, il y a un viseur optique. Oui, tu as un frameline numérique, mais tu n'as pas la visée par télémétrie. Donc je vais juste finir sur ce point-là parce que c'est Ok, quand même oui, oui, important. oui, pardon. C'est que dans ton viseur, au milieu, tu vas avoir en fait une image, tu as comme deux images que tu vas superposer ensemble. Donc là, il y a beaucoup d'appareils argentiques que c'était comme ça, pour savoir quand est-ce que tu es au point. Oui. Et c'est juste ce petit rectangle au milieu, la patch, là, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, moi j'appelle ça de même, grâce à une autre fenêtre qui est sur le côté de l'appareil. C'est un peu difficile à expliquer, mais en gros, c'est comme ça que tu fais ta mise au point. Et c'est donc que manuel. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont là. La plus chère, que manuelle. Elle est que manuelle. Mhm. On y reviendra sur le donc prix. ça, voilà. Aujourd'hui, tu achètes une M3. Ou mettons, si tu as gardé une M3 de l'époque, de 1900, je ne vais pas dire de bêtises, 50. ou quelque chose Juste comme ça. pour que les gens comprennent bien, est-ce que plus tu montes dans les chiffres, plus c'est récent, Ouais, les modèles, genre exact. M c'était l'original, M2, Ouais. M3, tout ça. Ouais, Ok, au début, il y avait les premières M, tu n'avais pas de viseur nécessairement, c'était des choses que tu mettais dessus. d'accord. Mais la première vraiment avoir eu, la plus classique en tout cas, c'est la M3. C'est vraiment l'original entre guillemets où on avait le viseur vraiment dans le boîtier. Après, il y a eu la M2 qui était une version un peu plus cheap. Et des fois aussi, vu que c'est un viseur avec une certaine magnification, ça peut être optimisé pour travailler avec certaines focales. Alors avec une Leica, c'est pas fait pour travailler avec des ultra grands angles et c'est pas fait pour travailler avec des téléobjectifs. Alors, ça veut dire que c'est des caméras à objectifs interchangeables? Oui. Oui.
Ah, La d'accord. M, la M. La M, ouais. Ok, d'accord. Je pensais que c'était que Ouais, des la M, des focales fixes. Donc ça, c'est important de dire, finalement, on va travailler avec des focales, généralement 28, 35. Bon, il y a une 24, il y en a des un peu plus larges aussi, mais généralement 28, 35, 50. Éventuellement 75, 90, il y en a quelques-unes, mais là, moi, je trouve que c'est moins adapté. Et du coup, en fonction de tes focales préférées, et qui sont en passant les focales des photographes de rue, des photographes de reportage, photographes de guerre, etc., où il faut que tu sois dans l'action, du coup, tu vas choisir une M avec une magnification qui va être optimisée pour ta focale. La M3, par exemple, était optimisée pour la 50. La M2 était plus optimisée pour la 35. Ok. Et aujourd'hui, les modernes, elles sont très adaptées parce que le grand angle est ultra populaire. Sont très optimisées pour la 28 mm. Je vais y arriver. Donc voilà. Alors, si aujourd'hui, j'ai une M3 et puis une lentille de l'époque, j'achète une M11, je peux utiliser la même lens sur les deux boîtiers et l'expérience va être très similaire. Alors oui, c'est du numérique et pas du film, mais tout le reste, c'est la même chose. La mise au point, ça sera la même chose. Le viseur, ça va être la même chose. T'as quelques menus, mais t'as 2 pages de menus, quoi. C'est pas du Sony, là. Donc, tu as vraiment un truc, et c'est ça que les gens, en fait, qui sont un peu tannés de la technologie, qui veulent revenir à quelque chose aussi, et c'est pour ça que Fuji est si populaire, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui achètent du film. C'est-à-dire que pour tous les gens qui sont un peu « Oh, on a trop de technologie, ça fait tout pour nous, on a envie un peu de retrouver un kiff un peu artisanal », bah, la Leica, elle te propose ça. Et si je veux... j'ai pas ça ailleurs, en fait. Donc ça, c'est clair. Il y a un truc dont tu n'as pas parlé aussi, c'est que Leica, ça reste les couleurs, la couleur science de Leica, c'est les plus justes du marché et il n'y a aucun défaut. VS, tu sais que tu achètes du Sony, c'est gris. Tu peux pas... Non, mais c'est vrai. Sony, C'est Sony, gris. on les habille pour les ouais, mais malheureusement, on les aime c'est ça, quand c'est même. que- Non, mais Toujours dans c'est- l'exagération. Ouais, C'est très grisâtre et quand tu veux corriger, ben, ça devient tout de suite un orange gentil. Ouais. Tu peux pas corriger. Les cinéastes en ont marre justement de la colorimétrie de Sony. Canon, c'est très chaud, c'est leur truc à eux, c'est très Ouais. télévisé. Nikon, on sait que c'est Nikon, très c'est froid jaune. et tout. Non, Il y a c'est toujours jaune. un truc chez tout le monde et tout. Mais C'est la là, jaune chez balance. Leica, c'est... paf, tu vois quand c'est pris avec Non, Leica, tu vois. ils sont connus effectivement pour avoir. Bon, après, c'est très subjectif, hein, les couleurs, mais je pense Panasonic aussi est réputé. Bah, Fujifilm est réputé. subjectif pour les goûts, mais sinon c'est de la science, donc les couleurs c'est les couleurs. Oui, la justesse des couleurs, t'as Ah oui, raison, c'est- ça se mesure, t'as Ouais. raison. Mais après, il y en a qui tripent, qui Bien aiment. sûr, bien sûr. Tu vois, comme les optiques, par exemple, c'est pas forcément. On a parlé de la qualité optique en termes de netteté, etc. Mais il faut savoir qu'il y a aussi un caractère qui passe dans l'objectif. Par exemple, les Voigtlander, au niveau du bokeh, donc le flou d'arrière-plan, il va être un petit peu plus énervé, un peu plus fuzzy. Ça donne ils vont flairer aussi d'une certaine façon. Ça fait des arcs de cercle. Alors après, tu as différentes coatings de verre. Tu as les single coated et les multi coated. Je veux pas aller trop loin, mais ça peut jouer là-dessus aussi. Non, mais c'est un métier. Hein. Tu vois. Bah oui, clairement. Puis là, on parlait de la M, c'est des lentilles qui sont ultra compactes parce que forcément, il Voilà. n'y a pas d'autofocus. C'est minuscule. C'est combien de centimètres une 35 mm gros comme f2? ça. C'est vraiment pas gros. Sur le marché aujourd'hui, tu prends ça ailleurs. Bon, bah oui, il y C'est a ça. l'autofocus. Parce C'est que voilà, énorme. à cause de l'autofocus. Et ça, c'est une des raisons au début pourquoi les gens achetaient des M. C'est que quand tu avais ta 5D Mark III avec ton battery grip, avec ta 24-70 de 8, et tu voyais un mec qui arrivait avec sa M9 et sa petite 35 semi-micron, c'était un peu les hybrides de l'époque. Et en fait, quand on y pense, c'était déjà des mirrorless parce qu'il n'y avait pas de miroir. Donc les mirrorless, c'est Leica qui a inventé en fait, c'est pas Panasonic. Sauf que c'était pas un viseur électronique, je triche. Mais voilà l'idée. Et au niveau des optiques, juste pour finir sur mon point, c'est qu'eux, ils sont connus pour avoir vraiment un caractère, mais on a quelque chose de très organique. J'espère que le mot est pas trop pompeux, mais c'est pas. Des fois, Zeiss, on dit c'est un peu clinique, dans le sens que c'est des fois un peu trop sharp. Et Leica, c'est un beau compromis entre le contraste, la netteté, le piqué. Il y a vraiment un look, il y a un effet 3D un peu, ça pop dans l'image. C'est dur à décrire, faut voir les photos, mais il y a vraiment quelque chose. Vraiment quelque chose. Et après, ils ont fait des lentilles mythiques. Hein. La Noctilux, c'est une 0.95. Donc là, tu as l'impression quasiment que c'est shooté au moyen format, alors que juste parce qu'elle est ultra lumineuse et ta profondeur de champ, elle est ultra courte. Donc il y a les optiques. Et sur la monture M, il y a donc aussi Voigtlander, Zeiss et plein d'autres fabricants d'objectifs. Donc c'est une monture qui est mythique. Quand tu travailles en Leica M, tu as accès à un parc optique qui est complètement débile. Alors tu vas me dire, oui, avec des adaptateurs, on peut les monter sur du mirrorless. Absolument. Mais en même temps, prends une lentille Leica. Il y en a plein qui l'ont fait. Prends une lentille Leica, monte-la sur une Sony avec un adaptateur. Prends une lentille Leica, monte-la sur un boîtier Leica. Tu verras, c'est pas la même chose. Parce qu'elles sont optimisées. Il y a un truc. Le rendu, c'est pas pareil. Ça joue apparemment sur l'épaisseur du capteur. J'ai cru lire ça quelque part. Je sais pas, là, il y a des choses qui m'échappent. Mais vraiment, je peux te confirmer que c'est pas la même chose. Même sur une Fuji, je l'avais tenté. C'est pas pareil. Ok. Donc C'est là, pas pareil. on était sur la gamme M.
Ouais. les autres, Alors. c'est quoi quelles sont les différences? Donc en fait, on va parler en gros, je pense que Laika, à chaque fois qu'ils ont voulu moderniser, c'est intéressant de le dire aussi, la Laika, c'est tout le temps, il y a des gens qui sortent dans la rue avec des pancartes, quoi. C'est pire que la retraite en France. La M5, par exemple, en est un exemple, ils ont tenté de redesigner le boîtier et les gens l'appellent encore aujourd'hui la Ugly Laika parce qu'ils ont voulu faire un changement. Et en vrai, elle est cool, la M5, tu vois, moi je la trouve intéressante. Mais ils ont compris que si on touche au design, c'est mort. La M6, c'est pour ça qu'elle a été si populaire, parce que c'est celle après la M5 où ils sont revenus Et ils l'ont sur un sorti, là. design de M3. Et ils l'ont ressorti d'ailleurs, ils l'ont réédité. C'est probablement la plus connue après la M3. Ou avant la M3, ça dépend les gens. Aussi, il y a des gens du cinéma qui ont commencé à les avoir. Donc là, on a commencé à rentrer dans un délire un peu haut de gamme luxe, où ils ont commencé à faire des éditions limitées. Donc, quand tu voyais Julia Roberts dans un film qui avait la Leica, où il y avait des apparitions, et eux, c'est comme il y a des marques de montres, tu vois. Par exemple, Hamilton, c'est une marque de montre qui est connue pour faire des apparitions dans les films. Et des fois, tu vois, tu as des films, bon, je ne vais pas citer de film, mais si tu as Ocean Eleven, je pense, où il y a un moment donné, il y a tel personnage qui a le truc, eux autres, ils jouent là-dessus, parce qu'ils disent, bah, c'est génial, parce qu'on va chercher tous les gens qui tripent sur le cinéma. Ouais. Bah, Leica a commencé à faire ça. Ils ont fait des éditions limitées avec des artistes. Tu vois, tu as Lenny Kravitz, par exemple, qui a eu sa Leica spéciale qui venait dans une mallette où tout y avait, parce que c'est de la brasse, les boîtiers. Donc, c'est comme du cuivre. Okay. Donc, en fait, elles sont black paint. Donc, tout est fait à la main, comme disait Thomas. Elles sont peintes, alors de moins en moins maintenant, parce que mais avant, elles étaient toutes comme ça, peintes à la main. Ce qui fait que quand elles se marquent avec le temps, tu vois le cuivre qui réapparaît, donc c'est doré. Et c'est absolument magnifique, mais du coup, elles ont une patine particulière qui leur appartient. Donc, c'est une histoire quasiment sur ton boîtier. Les gens, ils aiment bien quand elles sont patinées. Et ça, c'est beau. Et la Kravitz, justement, elle est faite un peu comme un jeans diesel, tu vois, qui est un peu magané à des endroits bien précis parce que il faut que ça soit beau. Bah, c'est la même chose, tu vois. Au final, est-ce que c'est mieux d'acheter une Leica d'occasion qui a déjà du vécu? Oui. Moi, je pense que oui. Oui. Ok. Ouais. Non, c'est très bien. En fait, les seuls Leica, ma M262, je l'ai-tu acheté usagé ou neuve? J'ai un doute, je sais plus. Je crois c'était peut-être neuf. Ou en tout cas, vraiment. Mais après ça, j'ai tout le temps acheté du Leica usagé. Et si tu l'achètes usagé, parce qu'en fait, la décote, elle se fait forcément sur du neuf qui passe usagé, comme une voiture qui sort du garage. Par contre, après, Leica garde sa valeur. Ça aussi, c'est un autre point important à dire. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'argent, mais les gens qui sont en Leica vont toujours dire c'est comme mettre de l'argent à la banque. Parce que, en fait, les boîtiers, c'est sûr qu'ils perdent un peu de valeur, mais pas trop. Et les objectifs, ils ont tendance à monter de valeur. Parce qu'après, ils sont arrêtés d'être produits et les gens, ils recherchent ce look-là, ils recherchent ce truc-là. Donc, je te donne un exemple. J'ai jamais perdu d'argent en vendant une Leica. Jamais. J'en ai gagné. Okay. Tout le temps. Des fois, pas beaucoup, tu vois, mais c'est pas grave. Mais juste déjà, si c'est zéro, ça veut dire que tu as une location gratuite de Leica. C'est fou, et la personne à qui je l'ai vendu va faire la même chose que moi. Tu comprends? C'est le concept. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est des objets de collection, en quelque sorte. Bah, surtout les M. Mais c'est vrai que les Q, ça a tendance à plus descendre. Parce que justement, les Q, c'est une autre gamme. Okay. Donc là, les objectifs ne sont pas interchangeables sur les Q. Donc là, est-ce que ça garde la valeur? On parle du DSL ou pas? Parce que la Q est arrivée après. Okay. La Q, je pense que la Q, je la mettrai après. Je te laisse déterminer. On va juste parler de la SL alors, parce que du coup, en fait, je pense que Leica a voulu à un moment donné dire ok, permettons-nous de faire des boîtiers plus modernes, parce que mirrorless, parce que capteur, IBIS, c'est toute la patente. Vidéo aussi, mine de rien. Même si la M240 était un boîtier qui avait de la vidéo, c'était pas ouf, mais pour l'époque, c'était quand même dingue. Mais par contre, si on touche à la M, ils ont compris que les gens n'aiment pas. Donc, ils ont dit la M, on va la garder vraiment pour les puristes, où on va, oui, mettre à jour les capteurs de temps en temps, mais that's it. Ouais. Et en passant, moi, c'est ce que je kiffe le plus de la M. C'est-à-dire que le truc est désuet, mais à sa conception. Donc, tu n'es pas dans la même game. Si j'achète une A7R4, A7R5 aujourd'hui, tu vois, je suis déjà dépassé, de l'année prochaine, je vais tenter d'acheter la A7R6. Parce que tu vas toujours pouvoir faire mieux qu'un autofocus, tu vas toujours pouvoir mettre un viseur électronique avec plus de résolution, tu vas toujours pouvoir améliorer ton IBIS. Là, tu n'en as pas d'IBIS. Là, tu n'as pas d'autofocus. Ton viseur, il est optique. Il n'y a pas grand-chose que tu peux améliorer à un moment donné, tu vois, à part ton capteur une fois de temps en temps. Et même là, tu sais, tout le monde n'a pas besoin d'un 60. C'est quoi. Et puis, au final, tu achètes un boîtier, tu dis, OK, je suis tanné d'acheter, de me mettre à jour tout le temps son équipement, je veux un boîtier et that's it. Et je reste avec pendant 10 ans, 20 ans, c'est pas choquant avec du Leica. Donc là, après, je termine du coup mon truc, ils ont fait l'ASL. L'ASL, c'est un boîtier vraiment Leica moderne, où là, tu as un viseur électronique, donc c'est un vrai mirrorless, capteur full frame, et une nouvelle monture. Alors, il y a des adaptateurs qui existent,
mais c'est la monture L. L. Et je vais peut-être te laisser en parler, Thomas, parce que Bah, tu connais en fait, bien c'est- Panasonic c'est- aussi. quand on disait justement, tout à l'heure, on parlait que Leica et Panasonic travaillent ensemble, enfin Lumix du coup. Là, ils viennent de sortir cette année en plus avec le S5 Mark II, comme on discutait la dernière fois, le L au carré, donc c'est la technologie et l'alliance qui est entre les deux. Et en fait, c'est à ce moment-là où vraiment ils ont commencé aussi à travailler ensemble sur un boîtier, et c'est copier-coller le boîtier, les composants, le magnésium utilisé, etc., enfin la forme, etc., c'est copier-coller de la Panasonic S1 qui était sortie il y a 4-5 ans, un truc comme ça. Et sauf avec le contour de Leica en fait. Donc un peu plus lourd, très peu de boutons, des menus très simplifiés parce qu'ils ont voulu rester dans les mêmes menus que la M, rester dans du Leica, les couleurs de Leica, mais avec une nouvelle monture et qui a été fait du coup avec Panasonic aussi. Donc la lens, la 2470, c'est exactement la même 2470 que celle de chez Lumix. C'est juste que dessus il y a écrit Leica. Ok. C'est exactement la même. Et elle n'est pas beaucoup plus chère d'ailleurs, malgré que ce soit les mêmes trucs. Elle est juste un tout petit peu plus compacte, mais plus lourd. Donc c'est des avantages, avantages. Et c'est là qu'après, ils se sont lancés dans un marché un peu plus vidéo avec l'expertise Lumix, parce qu'ils ne sont pas très bons en vidéo. C'était correct, comme ils disaient, mais c'est vrai qu'il leur manquait ce côté vidéo dans la photo depuis des années. Et puis non, là, c'était pas mal. Je pense que Panasonic est très bon dans la technologie. On l'a vu, tous leurs boîtiers, c'est des petites révolutions. Par contre, et on en avait parlé avec le représentant, ils n'ont pas de budget publicité. Tu t'achètes une Bana parce que tu as déjà eu ou que tu connais quelqu'un qui en a eu, mais pas parce que tu as vu une pub ou un influenceur avec. Et Leica, eux, ils sont très bons sur le côté notoriété. Par contre, ils étaient un peu pourris en technologie. Ils savaient faire des très belles optiques, mais dès qu'on tombait sur du moderne, ça chiait tout le temps. Parce qu'il y a eu, je te passe tous les détails, mais il y a eu beaucoup plus de modèles. Il y a eu des compacts, il y a la eu Deluxe, elle existe encore. la Deluxe, il y a eu même des petits avec des petits capteurs 1 pouce et tout. Ouais. Il y avait il y a eu la Velux aussi, je crois. Oui, la Velux. Ça me fait penser à Eric Ramsey, je sais pas si c'est ça. T'as vu tes brands, il y a des Velux. Mais il y a eu la T ou TL, je sais plus. Le truc, c'était un monobloc d'aluminium avec une monture particulière. Ils ont fait des capteurs APS-C aussi, la CL. Merde, tu as dû réviser la CL, je crois, ou CLE, qui était un clin d'œil à une caméra qui avait existé en film. Mais la Deluxe, en fait, vraiment, celle qu'il faut retenir en ce moment, c'est l'AQ, l'ASL moyen mais moins et la M. Okay. Donc ça veut dire que la SL, qui était censée être plus moderne et plus, avec plus de capacité vidéo, c'est un peu un flop et ça marche pas autant parce que Leica, c'est vraiment photographie en processeur. Oui, ou parce que tu achètes la Panasonic et c'est presque la même chose. Ok, c'est ça. Pour moins cher. Okay. Donc, si tu. En fait, des fois, je dis tout le temps, il y a des gens qui veulent avoir une Leica dans leur vie, mais ils ne sont pas prêts à payer une M, ou des fois, c'est pas tant le prix que l'expérience, parce qu'ils ne sont pas capables de faire, par exemple, leur mise au point manuel, ou ils veulent travailler avec un zoom, il n'y a pas de zoom chez Leica. Donc là, ils vont prendre une Deluxe, par exemple. Tu vois. Donc, comme ça, ils ont la petite pastille rouge, ils ont acheté du Leica, ils sont contents. Mais c'est pas la vraie proposition de Leica, selon moi. C'est plus le côté, justement, pour faire rentrer de l'argent. Et c'est ça, c'est que là où tu vois qu'ils ont bossé aussi avec Panasonic pour venir sur les modèles, la Deluxe, c'est exactement copier-coller la Lixan de chez Panasonic. C'est la même. Mais tu as plus de garantie, elle a été vraiment un peu plus checkée, des trucs comme ça. Voilà, donc c'est vraiment ça. Passons à la dernière gamme. Alors le Q. Voilà, maintenant la Q, honnêtement, je pensais jamais m'intéresser à une autre Leica que la M, mais la Q m'a fait changer d'avis. Et je trouve que c'est vraiment un appareil qui est intéressant. Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la X100V, parce que ça a été la caméra la plus hypée de l'année dernière. Donc X100V, c'est une petite caméra compacte de Fujifilm, voilà, avec un capteur APS-C, objectif non interchangeable, équivalent 35 mm f2. Leica a fait quelque chose de similaire, d'accord, avec la Leica Q première génération, donc qui est sortie après la X100, la première. Donc je ne sais pas s'ils sont inspirés. Après, je vais y arriver. Il y a Sony aussi qui avait fait la RX1 R, tu sais qu'il y avait un 35 mm Zeiss sur un full frame, petit compact, mais en gros c'est la proposition d'un appareil plus compact, objectif fixe, mais non interchangeable, sur un plein format. Et là où Leica a fait très fort, c'est que pour moi c'est leur produit d'appel. C'est-à-dire que rapport qualité-prix, c'est le plus intéressant. Vas-y, fais-moi rêver. Et après je te mettrai de la nuance dans les prix, mais en gros, la Leica Q, tu as accès à une 28 semi-lux 1.7. Alors, en 2, je ne vais pas rentrer dans tous les trucs, mais le nom de la lentille te dit l'ouverture. Si c'est Noctilux, c'est 0,95 de façon générale. Semilux, c'est 1,4 et Semicron, c'est F2. Après, tu as Elmarit, Semarit, il y en a plein d'autres. Et alors, c'est une petite exception parce que c'est une 1,7, mais elle rentre dans la gamme Semilux. Donc, c'est aussi en termes de qualité optique vraiment. Cet objectif-là, si tu veux l'acheter pour ta M,
c'est 10 000 $. Je pense que j'ai arrondi à la baisse. 10 000 $. Ouais, c'est ça. L'AQ, elle vaut 7 500, un truc comme ça. Donc la lens est donnée avec. Donc moi, ce que je dis tout le temps, alors c'est peut-être le vendeur en moi, mais tu sauves 3000 piastres, puis je t'offre une caméra avec. Mais Parce vrai. que c'est ça, le capteur, il est donné. Ce que tu payes dans la Leica Q, c'est pour ça que je dis c'est un produit d'appel, c'est l'optique. Et l'optique est malade mentale, mais vraiment. C'est la plus belle optique avec laquelle j'ai travaillé, même mieux que ma 35 semi-grand sphérique. J'ai jamais travaillé avec un objectif aussi beau. Et il y a l'autofocus sur Et celle-ci. il y a l'autofocus. Donc ils l'ont modernisé, ils ont dit ok, on va faire un truc propre, expérience focus manuel, tout ce que les gens attendent de Leica, mais on va mettre un viseur électronique plus moderne qui va te montrer ton expo et tout ça, et on va mettre un autofocus. Et c'est là que la game a changé. Parce que d'un coup, tu te retrouves avec un produit qui est entre les deux, qui est génial pour quelqu'un qui dit bon, moi j'ai déjà mon système, mais je veux une Leica, je veux tenter le truc, machin. Tu rentres chez Leica Q, t'es pas tenté d'acheter une autre lentille, tu peux pas la changer de toute façon. 28, c'est assez large. Sur la Q3 qui a été annoncée, là on est vraiment dans l'actu. 60 millions de pixels. 60 millions de pixels, c'est le capteur de la M11, qui est d'ailleurs en passant un triple capteur où tu vas pouvoir choisir ta résolution en fonction de si tu préfères privilégier la résolution justement ou la performance en basse lumière. Et juste pas te ramasser avec des gros fichiers pour rien si tu n'en as pas Et besoin. ça va te permettre de changer de focale aussi. Et du coup, c'est ça, c'est que 28, mais si j'ai un 60 millions de pixels, je peux très facilement recadrer à 35 ou 50 et avoir quand même un très beau fichier. Donc c'est cool, ça te fait comme quasiment comme ton téléphone, tu as 3 capteurs, là, mais t'imagines que ça serait comme un iPhone où tu switches de lens. Donc même si je peux pas changer physiquement mes lens, j'ai quand même ce côté ultra pratique où je peux passer de l'une à T'as l'autre. pas la même compression quand même. Tu zoomes dans l'image. Non, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est sûr. Mais ça, c'est quand même assez approchant. Mais c'est bien fait parce que Ouais. c'est pas simplement un zoom. C'est, je veux dire, tu as quand même le carré à l'intérieur Voilà. qui te fait oh, t'auras ça, t'auras ça, Ouais. t'auras ça. Tu as comme un frame line, Ouais. du coup, qui est un clin d'œil à la M, ce que Ok. j'expliquais tout à l'heure, qui apparaît. Donc, tu vois quand même l'image complète. Tu vois ton frame line, donc tu dis, OK, là, je vais cadrer à 35, ça donne ça. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu shootes même en DNG, quand tu vas l'importer dans ton logiciel, il va te proposer le cadrage tel que toi, tu l'avais vu, donc en Et les 35. autres aussi. Et derrière, tu peux aller dans l'outil de cropping et tu peux dézoomer. Donc, il a gardé l'image originale, D'accord. mais dans le DNG, c'est encodé dans les métadonnées de dire, OK, elle a été shootée à 35 ou à 50 et il garde la proposition Ok. que tu voulais. Donc ça, c'est quand même cool. Et c'est du DNG, ça mérite quand même d'être mentionné. Donc c'est un format qui est super simple à travailler. Mhm. En fait, à la base, tout le monde aurait dû être en DNG, hein, c'est le digital négatif, mais personne n'a joué le jeu, sauf quelques compagnies, dont Leica Et Panasonic. et Panasonic. Ricoh aussi, je crois. Et du coup, la Q3 qui vient d'être annoncée. Et la Q3 qui vient d'être annoncée. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si ça répond à toutes les questions. Alors, attends. La Q3. Ah, pardon, Parce que je fais trop vite. c'est de l'actualité. Ouais. Qu'est-ce qui est là de nouveau cette Donc c'est le capteur 60 millions de pixels. C'est-à-dire que On avait 40 la avant. première Q, on était à 24 millions de pixels. La Mhm. Q2, on est passé à 40. Et là, on passe à 60. Meilleur Mais autofocus c'est la même aussi, optique. parce qu'il était pas ouf Alors, l'autofocus. c'est ça, c'est la même optique. C'est la même optique parce qu'elle était, comme je te Donc, disais, ça veut dire qu'elle- over-designée. Elle était déjà Elle était prête. ultra. Ouais, et elle est un tout petit peu plus compacte, par contre, celle-ci. Ouais. Elle est un tout petit peu plus Ok. compacte et ils ont mis un écran qui pivote comme la X100V. Ouais, Oui. c'est vrai, ils ont rajouté ça. Et bon, je pense que ça mais, va te déplaire. mais juste de façon, comment dire, Ouais, ouais. Ouais, pivot. elle se met pas Pas comme la pour les Canon. vlogueurs, etc. Non, non, non. Bah non, ça fait pas de grossièrement. la vidéo les pourraves dessus. Par contre, tout ce qui est connectivité, j'aimerais bien en parler parce que Ils vont c'est- faire une station de recharge sans fil, Oui. comme Ouais. un iPhone. C'est cool quand même ça. Et tu peux acheter, tu as le câble iPhone qui vient avec, Lightning. Donc tu te branches ton iPhone, c'est instantané le transfert des photos. Ok. Et moi j'ai déjà essayé de shooter avec, j'ai essayé de toutes les La Q3? marques possibles. Non, Ok, tu la me fais peur. connectivité, la connectivité pardon, chez Leica avec ton Ok. téléphone, l'application en Mhm. contrôle. Ouais, ça marche bien. C'est la seule application que j'ai vue de toute ma vie qui marche instantanément avec un fichier qui est big. Mais t'as connecté en filaire ton Non, ton pas appareil. filaire. Non, Ah, non, d'accord. non, là c'est l'application D'accord, contrôle. d'accord, ok. C'est instantané, ça marche trop bien, tu vois en direct, c'est fou pour la qualité et le poids des fichiers, ça marche super bien. Et il n'y a pas eu de problème de friction, de oh c'est pas connecté, oh machin t'as pas scanné le. Mhm. Parce que c'est l'enfer chez les autres marques. Hein. Tu sais, à Ok. chaque fois on a Ouais, des ouais. clients qui viennent, ah mais j'arrive pas, mais même nous on galère, hein. Mhm. C'est horrible. Et Ouais, là ça ça marche super bien. Sauf Ricoh. Ricoh, ça marche bien quand même. Je leur donne. Un détail aussi, mais moi j'attache beaucoup d'importance à ça, c'est la boîte, le packaging. Ah ouais, C'est c'est une expérience. Dès qu'on en reçoit une au taf, on se filme en train de l'ouvrir à chaque fois. On l'a ouvert 4 fois, hein, mais on se filme en train de l'ouvrir parce que la boîte de la M11, tu l'ouvres, ça s'ouvre, tu as un capot au-dessus. Ensuite, tu as des des petits tiroirs. tiroirs que tu tires et puis tu as ton câble à l'intérieur mis dans des petites sacoches. Franchement, Ils te donnent toujours l'adaptateur européen, du coup. Ouais.
allume-cigare. Tu vas avoir le gars qui a inspecté ta caméra, qui signe le papier de conformité et tout ça. Donc, c'est vraiment une expérience en soi. Ok. Et tu sais, il y a beaucoup de gens anti-Leica que j'ai rencontrés dans ma vie. Et pour le fun, quand je leur mettais ma caméra dans la main, j'en ai vu plusieurs changer d'avis. Juste de l'avoir dans la main, t'as le poids, t'as le truc, il se passe quelque chose. Tu dis comme le truc que j'entends tout le temps, c'est Tes comme mains, elles tombent. je pensais pas que c'était si lourd Mhm. tout le temps. Parce que la densité du shit, tu l'as dans la main. Là, tu bouges ton objectif, c'est du beurre, le truc. Il y a un plaisir, il y a un kiff absolu. Comme j'imagine, Pierre, tu lui mets une guitare, tu vois, ou un piano vraiment cool, tu vois, il va dire, il y a un kiff, il y a quelque chose, il y a une résistance. Il y a des gens qui achètent des claviers. Tu sais, moi je connais rien de tout ça, mais au gaming, là, Ouais. il paraît que la résistance, le Le truc, clavier le bruit, mécanique. voilà, ils sont prêts à payer une fortune juste pour l'expérience tactile. Bah, Leica, c'est ça. C'est ça aussi, ça se valorise dans le prix. De la façon dont vous me le racontez, j'ai l'impression que, alors je vais faire le parallèle avec l'aspect tech que moi je connais mieux, Ouais. on a l'impression que c'est du Apple en fait. L'expérience ouais. globale, l'histoire, la finition Ouais. des produits, le packaging, quand tu déballes le produit, etc. Toute l'expérience en fait donne ce côté Ouais. haut de gamme qui va justifier derrière le prix, la qualité, etc. Ouais, absolument. Ben, Alors après, je me trompe peut-être non, complètement, mais je suis d'accord. mais donc, et tu C'est disais, du haut de gamme. il y a des gens qui vont détester Leica ou qui vont avoir des a priori, tout comme des gens vont Qui avoir vont des a priori. détester Tu me Apple, disais et voilà. tout à l'heure, des Ouais. gens sur Apple, c'est un peu la même, Ils sont coincés, la même ou ils sont vision globalement. Mais ça, après, c'est ma perception là. En Non, tant mais que- absolument. tu vois. Après, je pense que c'est le prix et même un truc, tu vois, j'ai eu plusieurs Leica. Fait que si j'étais, tu vois, je dis que c'est des Leica que ça se garde longtemps. Pourquoi je les ai pas gardés longtemps? Le fait que ça vaut cher, à moins que tu sois millionnaire et t'es comme c'est chill. Les gens du normal, là, tu vois, les petites gens comme nous, ben, en fait, c'est dur à justifier de garder une caméra qui vaut si cher. Mais comme je disais, vu qu'elle garde bien sa valeur, tu vois, à un moment donné, tu te payes un trip, tu as un voyage important, n'importe quoi, tu arrives à empoigner une à un bon prix, tu la revends, et voilà, tu peux vivre l'expérience Leica. Et en fait, il y a plein de gens, même, on a des clients qui viennent, ça, c'est, allez, un tiers de mes clients qui achètent du Leica, ils viennent, ils sont à la retraite, ils sont comme j'ai taffé toute ma vie, j'ai toujours été intéressé par la photo, je me suis jamais autorisé, c'est un vieux rêve de gamin que je veux réaliser aujourd'hui. Il y a plein de gens qui ont ce rêve de shooter un jour avec du Leica. Juste pour ça, tu sais que tu arriveras toujours à vendre ta Leica parce que tu auras toujours un gars qui veut le tester. Ouais. Mhm. C'est fou. C'est indescriptible. Et bah, toi, tu en as déjà une. Moi, j'en ai jamais eu. Et j'attendais la Q3 justement pour voir. Parce que moi, si je devais acheter une caméra, j'en ai marre justement de toutes les autres compagnies qui ont toujours un truc qui va pas, un défaut, un truc qui me plaît pas et tout. Et je me suis dit, ok, comme il dit, je vais retourner à la photographie basique, faire des photos juste avec les bonnes couleurs. Peut-être même pas l'éditer, juste l'envoyer sur mon téléphone, la mettre et je sais que les couleurs sont justes, j'ai pas besoin de toucher rien du tout. Peut-être un petit peu de contraste sur mon téléphone et voilà. Et pas me prendre la tête et faire de la vraie photo. Et j'ai l'impression que du coup, à force de sortir trop de technologie, alors que j'adore la tech, dans les trucs, ben tu sais plus quoi faire, tu sais plus quoi utiliser, tu sais plus quoi régler, ça marche pas, il y a trop de trucs dedans et tout. Là, c'est la base, ça marche, c'est propre, la qualité elle est incroyable et c'est ton dernier boîtier. Tu vois? Ouais. Est-ce que vous trouvez Jusqu'à pas temps. Est-ce que vous trouvez pas que ça fait un peu cher le boîtier pour diffuser ensuite sur Instagram vos photos? Non, c'est pour moi. Moi, mes photos, je m'en Ouais. fous. En fait, je pense que c'est vraiment l'expérience. C'est-à-dire, j'arrête pas de dire le mot, mais c'est pas, on peut pas parler d'autre chose si on parle pas d'expérience. C'est-à-dire que au final, pourquoi tu prends des images, tu vois? Si derrière, tu prends des gars, je sais pas moi, Peter McKinnon qui a vendu toutes ses Canon pour avoir une Q2 et probablement qui va passer à la Q3, s'il l'a pas déjà, la plupart de son contenu, ça va sur les réseaux sociaux, on est d'accord. Mais en même temps, déjà, bah, il joue peut-être sur l'image de marque aussi. Je travaille avec Bien sûr. du Leica machin. Mais le premier kiff, il est à toi en fait. C'est ta caméra, tu as du plaisir. Si c'est une caméra que tu vois, moi, c'est un truc que je dis souvent. Sur mon bureau, quand j'avais ma Leica, parce que là, je l'ai revendue, quand j'avais ma Leica, tu la vois, je te jure, tu la prends, man. Ma blonde, elle est toujours jalouse. Elle dit, pourquoi tu flattes toujours ta caméra et tout? Je dis, mais elle est belle. Elle est belle, je la belle aussi, patine. ma blonde, tu vois. Mais tu la touches, tu as la lens, tu as envie de. C'est trop bizarre à dire, mais tu as juste envie de la prendre et aller shooter. Ça m'a jamais fait ça avec. Bon, Fuji, ça me le fait un peu. J'avoue que je suis sensible à leur esthétique. Canon, pas plus que ça. Sony, pas tant. Nikon, je sais pas. Fait que tu vois, j'ai pas. Donc, c'est un outil. À un moment donné, si cet outil t'inspire, il te donne envie d'aller créer des images, bah déjà ça en soi, ça a de la valeur. Tu vois? Et c'est pour toi. On s'en fout ce que tu fais de ton image après. On va parler un peu des prix quand même, parce Ouais. que ça va T'es m'amener sûr sur d'autres points derrière. Vas-y. Globalement, quel est le moins cher d'un appareil Leica? À combien tu peux avoir la moins chère des caméras Leica? On parle en neuf ou en usagé? Bah, on va dire en neuf. Deluxe.
Ouais, mais comme Et je te c'est dis, pourri. moi, je les sors de là. Une M, c'est 10 000 boules. Ok. Et dans la gamme Q, 7500, Ok. 7000. 6 000 maintenant la Q2. avec la description. Canadien, on parle. Ouais. Alors en euros, je sais pas trop. Ouais, là, ça mais... doit être un peu moins, ça doit être, je sais pas, 5000 peut-être. Ouais, Ouais, un c'est truc comme ça. ça. Avec la description que vous en avez faite, j'ai l'impression que c'est pas le genre d'appareil que des photographes pros Non. qui vont faire, je sais pas, de l'événement sportif, du mariage, je sais pas, de l'événementiel en général, vont choisir. Alors, mariage, j'ai déjà vu mariage. ouais, détrompe-toi. d'accord, Ouais, ouais. peut-être, mais c'est pas la majorité. Non, tu peux pas me dire que c'est la majorité. C'est pas la majorité. Alors, c'est Il y en a pas la beaucoup qui shootent majorité, moyen format, mais tu serais les mariages. surpris. Ouais. Tu serais surpris parce que déjà, ça donne pas les mêmes contrats quand tu shootes en Leica. Alors justement, tu tu vas me dire. J'ai l'impression que c'est pas la marque de choix pour les freelance photographes globalement, parce que c'est pas avec ça que je sais pas. C'est peut-être une limitation que j'ai, mais c'est pas le truc hyper polyvalent. Absolument. Ah non, mais absolument. Ça coûte tellement cher que tu vas pas avoir 3-4 objectifs différents. Il faut vraiment que tu travailles qu'avec un objectif fixe. Ouais. Voilà, toutes ces limitations-là font que, tu vois, c'est pas adapté à tous les types de photographes. Ça je suis Donc, d'accord avec à toi. qui exactement s'adressent ces appareils? Ok, bonne question. On a parlé tout à l'heure des limitations proposées par Leica. Ils ont un slogan, c'est less is more. Ok. Eux, en fait, leur approche, c'est vraiment en mettant moins, on en fait plus. On est plus créatif. Tu vois, c'est un peu l'approche. Si je te donne un budget infini, tu seras pas super créatif là. Donc, pour un projet quelconque. Donc, en fait, si tu as raison, un photographe qui a besoin de flexibilité ou de performance au niveau, par exemple, juste d'un autofocus, par exemple. Moi, je pense. Je te donne l'exemple du sport parce Voilà, que photo de je sais très sport. bien que c'est pas Typiquement, adapté, j'allais tu vois. dire photo de C'est sport, mort. photo Voilà. d'oiseau. Tu shootes pas en Leica, mon ami. Ouais. Ok, tu prends du Sony, tu prends du Nikon, tu prends du Canon. Aussi parce que les focales sont pas adaptées, on s'entend. Tu as besoin sûr. d'un tel objectif et machin. Si tu fais du mariage, en fait, de l'événement, du reportage, du documentaire, des choses comme ça, du journalisme, là, la marque, elle s'adresse à toi. Ok. J'ai un client qui est journaliste, photographe pour Le Devoir, travaille en Leica. Pourtant, il a accès à tout. Hein. Il leur donne même des caméras et tout ça. Mais lui, il a sa Leica et il trippe. Et il dit, mais je voudrais jamais travailler avec autre chose. Elle est fiable, elle marche, ça fonctionne pour ma façon de travailler, ça torche, voilà. Et c'est petit, c'est discret, ça attire pas trop l'attention. Des photographes de mariage, il y en a beaucoup qui shootent en Leica. Ouais. Et là, énormément. tes prix, généralement, on sait qu'il y a une Leica. Et quand tu vas chercher une personne qui a une Leica, ton prix augmente. Hein. Ça veut dire que les mariés sont au courant et qu'il y a Exact. une sensibilisation déjà à la marque. Tu le mets à la en avant. photo, Mais tu sais, tu ouais. prends une Leica, va te balader sur Sainte-Catherine. Tu vas te faire arrêter dans la rue. Les gens, ils vont te dire, elle est belle ta caméra, tout le temps, comme une Fuji, tu vois. Les gens, ils t'arrêtent. Ah, mais de ouf. Mais encore une fois, c'est pas une critique. Mais si tu as un Canon ou un Sony, je pense pas qu'on va t'arrêter dans la rue pour te dire ta caméra, elle est belle. Parce qu'on est habitué, on en voit. Une Leica ou une Fuji, tout le temps, tu te fais arrêter. Tu es comme, ta caméra est vraiment belle. Dans un mariage, il y a le côté, tu es bien sapé. Tu as ta petite Leica sur le côté. C'est cool. Franchement, c'est cool. Tu as des beaux commentaires de tes clients. Et franchement, il y en a. Et puis, photographe de mariage, tu fais de l'argent. Fait que c'est à peu près les seuls photographes qui peuvent justifier l'investissement. Donc, non, vraiment. Je pense que ça s'adresse à... tu peux pas. Non, animalière, c'est pas adapté. Une longue focale, ça marche pas. Non, c'est ça. Et de la rapidité. Bah, t'en as des longues focales. Hein. Ils ont des lentilles incroyables. Il y en a une, c'est quoi? C'est 28-300 ou un délire comme ça, mais c'est 2.8, 2.8 ou un truc comme ça. Oui, c'est une. Mais c'est une dinguerie. Mais, ah ouais, non, le L a adapté. Après, en studio, il y en a beaucoup qui shootent avec justement même l'ASL. Hein. Alexandre Champagne, on peut parler de lui. Il a la SL2, il a les lentilles Semilox. Il shoot tout en avec ça. Hein. Ok. Alors, c'est cher. Là, on disait la M, c'est à peu près. Bah là, la M, elle a 11 000. Il existe un modèle monochrome. Ah ouais. Monochrome, ça veut dire qu'il n'y a que du noir et blanc. Tu ne shootes zéro couleur avec. Donc, tu es conscient que tu veux faire du noir et blanc. Et d'ailleurs, la Q3 existe aussi, enfin la Q2, mais la Q3 devrait sortir. Pareil. Et tu payes plus cher pour du noir et blanc. Ouais. Et tu as aussi une. Alors, moi, je pense que je peux comprendre, mais pour peut-être des gens qui nous écoutent qui sont un peu choqués par le prix, qu'est-ce qui justifie ça et quel type de photographe va acheter un appareil qui fait que du noir et blanc à plus de 10 000 $? En fait, là, un daltonien. Tu rentres vraiment dans la niche, là, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu as aussi des caméras digitales sans écran. Ça aussi, c'est une dinguerie quand tu penses à ça. Ça a commencé avec la M60 à la base, donc c'était pour les 60 ans de Leica, ils avaient fait un modèle, alors c'est fonctionnel, mais c'était un truc collector, et en fait, il y a eu un engouement de dingue, les gens ils ont dit, mais t'imagines, je peux avoir mon kiff
pellicule où je vois pas mon image, je suis vraiment dans le moment, je reste connecté au présent et tout ça. Bon, tu peux romantiser tout ça. Mais derrière, j'arrive chez nous, j'ai ma carte SD, je la plug dans mon ordi, je suis prêt à travailler mes images. Toi, c'est quelque chose, j'ai l'impression qui te plairait. Ah, moi, je kiffe. En fait, mon rêve, j'ai acheté la M262 parce que j'avais le budget pour ça. Et en même temps, ils avaient sorti la MD262 et qui était la première après la M60 à ne pas avoir d'écran. Et moi, c'était mon kiff. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris du black tape et j'avais tapé mon écran. Ce qui n'est pas tout à fait aussi performant. Mais ce que tu peux faire avec n'importe quel appareil photo. En passant. Oui. Mais si tu veux jouer le jeu. Ouais, absolument. Donc là, ça, c'est leur pattern. Tu vois, ils vont te faire la caméra couleur. Après ça, il y a la monochrome, puis il y a la sans écran parce que la M10, ils l'ont refait. La M11, je suis sûr qu'ils vont faire une M11 aussi. M11D, ça va s'appeler. Et il n'y aura pas d'écran. C'est assez prévisible chez eux, qu'est-ce qu'ils vont faire. Il y a aussi des versions pro. En fait, c'est les P. Et là, les P, ils vont enlever le logo. Donc, tu payes plus cher pour pas avoir le logo. Et tu vas avoir un buffer plus grand. Donc, moi, j'avais la MP240. Donc, alors après, ils avaient rajouté, tu avais un levier de frameline. Bon, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais il y a des petits changements cosmétiques. Mais c'est le même capteur. Tu vois. Et alors, en fait, du coup, quand tu rentres sur des produits, pour répondre à ta question, ultra nichés, forcément, tu en fais moins. Forcément, ça coûte plus cher. Et tu t'adresses. Mais pourquoi ? C'est quelque chose, c'est connu. Si ta production, elle est plus faible, tes coûts, tu peux pas les amortir de la même façon. Oui, mais faut je fais 200 000 caméras ou 1000, c'est pas le même prix. Pour payer plus cher juste la photo parce que ton appareil fait que du noir et blanc. Il y a un public. Il le ferait pas s'il n'y avait pas de public. Ça va loin. Mais il y a des gens qui veulent ça. Moi, je ne paierais pas pour du monochrome, par exemple. Mais je paierais pour pas avoir d'écran. Tu peux passer en mode noir et blanc et tu fais ça. Mais c'est pas le même noir et blanc. Mais c'est pas pareil. Mais une Leica qui fait. Là, il y a tous les haters, je te préviens, on va avoir des commentaires. Mais je sais, mais c'est pas grave. Allez-y, gâtez-vous, les amis. Je joue la personne qui est. Mais c'est très bien, c'est cool. Et qui comprend pas. Une Leica qui fait de la couleur, tu peux passer en mode noir et blanc, j'imagine. Oui, absolument. Si tu as le même capteur, les mêmes trucs et tout, tu passes en noir et blanc, ça fait Il n'y a pas une couche qui est enlevée sur le capteur. Ouais, en fait. À quelque chose près, non ? Alors oui, pour le commun des mortels, ça sera la même chose. Si t'es vraiment un tripeux, que tu shootes que en noir et blanc et t'adores ça et machin, c'est pas la même chose. Le grain est pas le même, la plage dynamique est pas le même, la performance en basse lumière est pas le même parce qu'en enlevant la couche couleur, en fait, tu vas chercher plus d'infos. Là, je pourrais pas rentrer dans les détails parce que moi, je shoot que en couleur et ça me saoule un peu. D'un point de vue technique, pas de mais par contre, tu vois, moi, je serais le genre de gars qui paierait pour pas avoir d'écran. Donc, je me dis, forcément, il faut rester ouvert. Il y a des gens qui sont prêts à payer. Pourquoi ? Pour avoir une expérience différente. Et après, c'est là qu'il y a le côté luxueux. Juste parce que tu peux te le permettre. Tu vois ce que je veux dire aussi ? Il y a des gens qui peuvent dire ça, bien sûr, je le comprends. Parce que sinon, on remet en cause tout le système Chanel, Vuitton et machin. Ils sont à fond sur ce marché. Et je veux dire, en fait, au-delà de tout ça, parce que ça, je le comprends, c'est le côté, comment on dit, tendance ou hype du moment. Là, j'ai l'impression que depuis quelques temps, de plus en plus de gens parlent de Leica. De plus en plus de gens s'en achètent. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de Peter McKinnon qui a revendu ses caméras pour s'acheter ça. Ça devient de plus en plus tendance, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, la plupart des gens, et on va prendre les gens qui regardent les contenus de Peter McKinnon par exemple, ça va être des gens qui sont, oui, certes, filmmakers, photographes, machin, mais la plupart regardent du contenu sur leur ordinateur, sur leur téléphone, sur leur tablette, peu importe, n'ont pas forcément une énorme... comment dire voient pas forcément des détails de photos hyper précis, n'ont pas une connaissance énorme, mais ils vont peut-être s'acheter une Leica parce qu'ils ont vu quelqu'un l'avoir, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est un peu j'ai deux réponses. Gênant, tu vois. La première, c'est qu'à mon avis, la Leica Q a démocratisé Leica vraiment à un public beaucoup plus large parce qu'elle la rend accessible par l'autofocus, notamment à viseur électronique et tout. Et c'est ce que tu parles là, la montée un petit peu d'intérêt, je le positionne à peu près sur la Leica Q2. Ça veut dire que c'était le moment où la Leica Q est arrivée à maturité. Parce que la première, c'était cool, mais c'était pas parfait. Et la deuxième chose, à mon avis, c'est la même chose qui s'est passée sur la X100V. La X100V, la caméra la plus hypée, moi, j'ai jamais connu ça. Clairement. C'est un truc de malade mental ce qui s'est passé sur la Fuji X100V. Mais vraiment malade mental. Au point que B&H l'avait délisté parce qu'ils avaient plus que 1000 personnes qui étaient en attente d'une précommande. Nous, c'était la misère en avoir. Là, c'est terminé et tout. Et il y a encore des gens qui attendent. Hein. Encore au moment où je te parle, il y a des gens qui attendent. Il y a un gars qui a échangé sa Leica M6, en tout cas qui était prêt à le faire, je ne sais pas s'il l'a fait, a échangé sa Leica M6 pour une Fuji X100V. Elle se vendait prix retail 1770. J'en ai vu passer en marketplace en usagé à 2500, 3000 $. C'est fou quand même. Donc quand il y a une hype, ça, c'est comme la crypto, si tout le monde veut acheter, tout le monde veut acheter. That's it. Et ça monte. Donc je pense que, pourquoi ? Parce que le film a monté énormément. C'est-à-dire que pourquoi les caméras à film sont si populaires, les gens ils sont prêts à payer 60 balles pour un petit truc de merde en plastoc ?
parce que c'est du film, tu vois, il y a une expérience, un Ouais. machin et tout. Après, c'est enjolivé par TikTok. Alors moi, je suis pas fan de tout ça, hein, pour le coup. J'aimais le film, c'était plus nice avant, à mon avis. Mais c'est pas grave. C'est un autre débat. Par contre, quand tu as une caméra qui est dans cette esthétique-là et dans cette proposition-là, Fuji et Leica, parce que ça ressemble, ça a l'air d'une vieille caméra à film, c'est pour ça que c'est si populaire. Les gens sont curieux. Et est-ce que le prix va être justifié par des stocks limités en nombre d'appareils disponibles sur le Ouais, marché c'est très ou pas limité. du tout? Quand ça sort, c'est chaud à voir. Là, la Ok. Q3, on parle de plusieurs mois d'attente. là. D'accord. Elle vient Sauf d'être pour Leica. annoncée. Ouais. Après, tu vas me dire, quand des appareils comme le R5 est sorti, au début, on avait du mal à Ouais. avoir du stock aussi. C'est ça. hein, C'est la un même peu- en plus, chose. on sait qu'en ce moment, c'est un peu la crise. Et d'ailleurs, c'est Donc, ça, je veux rebondir sur. Tu parles du R5. Tu sais, la Q2, au final, ça coûte combien? C'est combien? C'est 7500, on va dire, par exemple. Ouais, c'est 7 mais là, elle va tomber à 6008 parce que la Q3 est sortie. Mhm. 6008. Tu as exactement le même nombre de mégapixels que dans R5. Quand tu achètes ton R5, c'est 5400 sans lentille. Pour mettre une lentille sur un R5, c'est un 3500, 4000 $ que tu rajoutes. Donc, tu es plus cher que ta Leica. Et des R5, on en vend 3-4 par semaine. That's it. Donc, c'est que les gens ont même plus d'argent que d'acheter une Leica. Donc, au final, Bien Leica, sûr. c'est pas si cher. Hein. Mais je pense que tu peux faire beaucoup plus de prestations avec un R5. Tu as une polyvalence qui est beaucoup plus C'est développée. sûr, tu as la Enfin, je veux dire, vidéo, tu vois, tu as tout ça derrière et tout. Voilà. Mais si tu es simple photographe, ça dépend Ouais, ce que tu fais. Bien sûr, bien sûr. Toutes les personnes qui viennent dans le magasin et qui, par exemple, font juste du studio, ils prennent Leica. Et après, il y a beaucoup de gens qui ont un vrai métier, tu vois. C'est-à-dire Non, qu'ils- mais tu vois, en termes de fonctionnalité, même d'un point de vue pro, une Leica, tu peux mettre qu'une seule carte SD à l'intérieur. Ouais. T'as pas de sortie HDMI, t'as Ouais. pas d'entrée casque si tu veux faire un minimum de vidéos. Ouais. Il y en a certaines que tu disais, t'as pas d'autofocus. Il y a quand même plein de choses que t'as pas finalement dans une Ouais, Leica. après, bon, la À carte, ce c'est prix-là. pas un problème parce qu'aujourd'hui, on a des cartes de 1 Tera, 2 Tera en SD. Ouais, et il y a une mémoire interne. Je sais qu'il y a certains pour le professionnels backup, ouais, qui ouais. préfèrent avoir Je suis 2 d'accord. cartes Ouais. en miroir Mais ou alors qui prennent le Il y a relais, une, il y a une etc. mémoire dedans. Je sais pas si tu le sais. Dans la Q3, il y en a pas. Ouais, non, c'est sûr. Ils l'ont pas mis dans la Q3. Non. Il y avait 64 dans la Q2 C'est et ça, mieux c'était pointu. cool parce que t'oublies ta carte. Ça arrive souvent. T'oublies ta carte de mémoire, ça m'est arrivé plein de C'est fois. incroyable, ça. 64 Ça, gigas, 64, hein, je Après crois. ça, de- c'est pas très pro d'oublier sa carte en vrai. Donc, Exactement. pour le coup, exactement. Ouais, mais mais ça ta arrive. carte, elle lâche. c'est une petite, Voilà. ça sauve, mais bon, quand Ça même, arrive tu aux vois. meilleurs d'entre eux. Ça- C'est déjà arrivé. Mais après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui achètent du Leica. C'est des gens, comme je disais tout à l'heure, donc des retraités ou des gens qui sont comme non, mais moi j'ai un job à côté, c'est bon, ça m'a saoulé. Ma photo, c'est ma photo. Genre, Ok. tu vois, c'est un peu cette approche-là. C'est pas genre je veux être capable de couvrir tous les scénarios pour faire des contrats. Ouais. Genre, je me lance en business et tout. C'est plus j'ai compris ce qui m'intéresse dans ma photo. C'est une démarche plus personnelle. Je veux ralentir. Je veux Ok. tu sais, être un peu une espèce d'introspection. Et c'est plus quand tu es dans cette démarche-là que tu vas rechercher le minimalisme et ce genre d'outils-là. C'est ça. Bon, globalement, Leica, c'est une marque. Et en plus, tu l'as dit, De luxe. c'est Less is more, Less is more, ouais. tagline. Ouais. Ce côté très minimaliste, slow life, Ouais, c'est une Carrément. tendance globale qu'on voit actuellement. En Absolument. plus, dans absolument. ces temps où on parle d'écologie, machin, les gens veulent ralentir volontairement leur rythme de vie, etc., prendre le temps. C'est des appareils pour se faire plaisir aussi, de Ah, ce mais que j'en carrément. comprends. Carrément. Après, bon, il faut mettre un billet quand même. Donc, Et voilà. puis, Mais je comprends. Ok. Je dis toujours, c'est pas que c'est cher, Non, mais c'est beaucoup d'argent. Mais c'est différent. Parce que cher par rapport à quoi, en fait? Et comme il disait Thomas, moi, si je compare à une A9 ou une A1 avec une 35 G-Master 1.4, machin, je suis sûr que la Ma Sony, ça photo, elle revient est plus plus belle cher. en vrai. Et ma caméra, elle perd 50% de sa valeur dans un an. Ouais. Donc, c'est pas que c'est cher, c'est que c'est beaucoup d'argent. Et effectivement, il faut pouvoir se le payer. Ça, c'est certes, c'est une chose, mais c'est le monde dans lequel on vit. Et après, c'est la proposition. J'ai pas. Moi, demain, Fuji fait un rangefinder machin. Ciao Leica, je pars chez Fuji. j'ai l'impression que les deux marques qui vont se talonner, ça va être Leica et Fuji. La couleur de Fuji, tu vois, vous parliez des photos très reconnaissables de Leica. Non, c'est vrai que. Qu'est-ce qui fait que Fuji s'en rapproche, ou est-ce que c'est vraiment similaire finalement Alors, pas au niveau de la couleur, mais des fois, on dit, et à tort, je trouve que c'est pas forcément cool de dire ça, mais on dit c'est a poor man Leica. Donc, c'est une Leica de pauvre, la Ouais, Fuji. C'est ça. Et c'est un peu la blague, mais ça, je trouve que j'aime pas dire ça parce que ça fait le côté très prétentieux de Leica. Et il y a ça, hein. Il y a clairement ça, mais il n'y a pas que ça. Ok. Il y a des gens aussi qui sont plus vraiment dans une approche. Leica, c'est vraiment. Ça fait un peu secte quand C'est même, Twitter. j'ai l'impression, C'est tu vois. Twitter un peu. Ouais. Tu vois, tu as des gens vraiment, tu as des haineux, tu as des Ouais. gens très snobinards, Ok. et tu as d'autres gens qui sont juste cool puis qui veulent juste vivre une expérience. Tu vois. Fuji, je pense que ce qui est cool avec eux, quand ils ont designé la première X Pro, il y a un documentaire là-dessus.
ils ont embauché des gens qui détestaient le numérique pour designer la caméra. Donc, ils ont toujours voulu avoir ce côté un peu retour à l'origine de la photographie, à sa plus simple expression. Le côté, je contrôle mon triangle d'exposition, ouverture, vitesse ISO directement sur la caméra. Les optiques, beaucoup de fixes. On était un peu dans la veine finalement de Leica, mais ils l'ont proposé à leur façon, avec des simulations de films. Eux, ils ont très misé sur le JPEG. Donc avec la possibilité d'avoir des straight out of the camera, donc quand tu sors ton image de ta caméra, un JPEG qui est le plus beau possible que comme toi tu le voulais. Et c'est là-dessus qu'ils se sont démarqués à mon avis. Ce que Leica fait pas d'ailleurs, il n'y a pas autant de simulations de films. Alors, quand tu shootes en Leica, si tu me dis que la couleur est parfaite, que tout est nickel, que tu n'as pas besoin de retouches, tu vas shooter juste en JPEG ou tu shootes vraiment en DNG? Ou les deux, après je sais pas. Avec Leica, moi j'ai toujours shooté en DNG. Okay. Fuji, je shoot en JPEG, mais Leica, je shoot en DNG. Ça veut dire que tu prends le temps de développer tes photos derrière, etc. Ou parce que, en fait, de ce que j'ai compris, presque en théorie, tu n'es pas censé avoir besoin. Non, parce que ton DNG derrière, c'est pas le même, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même si c'est un fichier RAW, tu as quand même une palette de couleurs qui est dedans, que tu travailles trop facilement. Comme il disait, tu mets un peu de contraste, un peu de saturation, et ta photo, elle look déjà tellement. T'as pas fait grand-chose. Là, j'ai pas joué dans le TSL, à donner des teintes à mes bleus, mes verts, mes machins. Ça, t'as pas besoin de le faire. Des choses à rajouter, Thomas? Oui. Non, on a pas mal fait le tour. Pour moi, c'est le Graal, la finalité de la photographie. Non, mais c'est vrai. C'est parce que pour moi, quand tu disais tout à l'heure, oui, mais avec un 5, je vais chercher de la polyvalence. Ouais, mais moi, tu vois, aujourd'hui, les personnes qui achètent ces boîtiers-là, etc., c'est des gens justement qui n'ont pas trouvé c'était quoi la photographie pour eux vraiment à 100%. Attends, quand je dis ça, c'est pas des gens qui font que de la photo. Je veux dire, oui, de la vidéo, la polyvalence. C'est quelqu'un qui va faire les deux et qui veut pouvoir faire les deux correctement dans les deux cas. Parce que quand tu achètes une Leica, et même quand je vois la Q3 qui propose de la 8K, franchement, ça sert à quoi? À rien. À rien du tout, d'accord. Parce qu'elle est capable de le faire. Oui, mais c'est juste que des gens qui vont acheter une Leica Q3, ils l'achètent pas pour l'aspect vidéo. Non, c'est clair. Donc c'est dans ce sens-là que je disais que les gens qui achètent un R5, ils vont chercher la polyvalence parce qu'ils ont besoin de ça dans leur métier ou même si c'est de la passion, ok, mais ça fait chier la passion quand même. Mais du coup, je pense que ces personnes-là, le fait d'être polyvalent, d'être généraliste, du coup, tu touches pas un coin niché, tu fais pas non plus ce que tu veux, tu fais en fonction de ce que les clients veulent. Et t'as pas des prix qui sont très hauts. Et tu vas pas les chercher, tu vas pas t'épanouir, je pense, dans la photographie. Tu vas t'épanouir parce que tu vas gagner de l'argent et parce que tu as des contrats plus récurrents, etc. Mais c'est pas le même marché. Donc, si je résume, entre le côté historique de la marque, très fort, l'expérience proposée aux utilisateurs avec la solidité des boîtiers, la couleur des photos, etc. Un positionnement très clair dans le sens où on sait exactement à qui s'adressent les boîtiers Leica. C'est une niche particulière. C'est ça qui fait vraiment la différence et qui justifie un prix plus élevé et l'aspect tendance un peu en ce moment où les gens prennent conscience de ça et ils vont pouvoir se laisser tenter par ces produits, tu vois. Qui justifie absolument, c'est un très beau résumé. J'essayais de tu peux mettre que ça dans l'épisode. Enlève tout le reste avant, ça c'est parfait. Alors après 1 heure d'épisode, en fait, il y a juste une phrase. Et puis justifie le prix dans les yeux de certains. Je veux insister là-dessus, dans le sens que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Je veux dire, il y a des gens qui verront jamais la valeur de Leica et c'est correct aussi. Il faut tout pour faire un monde. Et il y a des gens qui voient la valeur et tant mieux pour eux. Je leur souhaite juste de pouvoir tester l'expérience un jour. Et moi, je conseille vraiment Leica usagée. Parce qu'elles vieillissent très bien. Elles gardent bien leur valeur. Et aujourd'hui, tu peux avoir une Leica digitale avec même achète pas une lentille Leica, prends une Voigtlander si tu veux l'expérience par exemple. Là, on parle d'un kit à 3000, 3500. Ça reste de l'argent, mais c'est très accessible. Aujourd'hui, au prix des caméras. Beaucoup de boîtiers coûtent ce prix-là déjà aujourd'hui. Donc, alors oui, tu n'auras pas toutes les specs, là, on a compris. Tu auras un capteur quand même 24 millions de pixels. Tu auras l'expérience Leica. Et voilà. Tu peux faire ça. Bon. Moi, je suis aussi curieux de savoir si les gens qui nous écoutent possèdent une Leica, en ont possédé une ou seraient tentés d'avoir une Leica. On a peut-être des passionnés de photos. Ils peuvent poster des photos ou pas Ça serait cool que... une espèce de... sur Instagram. Le gear porn où chacun... Non, le meilleur moyen, c'est de poster une story sur Instagram en taguant dans la poche ou en nous taguant nos comptes respectifs pour qu'on voit votre matériel suite à ce podcast. Ça peut être intéressant. Ça serait cool. Et on fait une compilation des stories.
ça peut être intéressant. Et pour ceux vraiment qui veulent continuer la discussion avec Thomas et Julien, qui, vous l'avez compris, sont des spécialistes de la photo et notamment de Leica, des passionnés, n'hésitez pas à discuter avec eux, soit les contacter directement sur Instagram ou juste en commentaire sous cette vidéo si vous nous regardez sur YouTube. Voilà, les gars. Pour ceux qui nous regardent aussi à Montréal, vous pouvez venir nous voir au magasin Gosselin. Exact. On a une section Leica. On a des précommandes sont ouvertes sur la Q3. On a la M11 en stock. Et voilà, venez me voir au comptoir. Prenez un plan or. Et voilà, je vous en parlerai en temps et en lieu. Merci beaucoup les gars. Merci et Flo. on se retrouve très vite dans votre poche. Ciao.